Oui, en CP vendredi dernier, Monsieur le Président, vous souhaitiez réenchanter les transports. Les gares. Oui, alors là, on va tout de suite sortir de la langue de bois, de la communication, parce qu'on ne peut pas être enchanté par les transports, quoi qu'il en soit, on les subit. Monsieur Valence, les actes de foi, laissez-les à la religion, parce qu'ici, nous sommes dans le concret et non dans l'abstrait. Gardez l'abstrait pour le patron là-haut. Quand on parle d'ouverture à la concurrence, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Quand on parle d'ouverture à la concurrence, il faut bien distinguer l'idée, la philosophie générale, la position politique, du pragmatisme, de l'efficacité politique et publique, du bien commun en somme. L'idée, la politique, consiste à afficher notre vision générale, d'où découlera notre action politique. En revanche, cette position forcément un peu figée n'exclut pas d'étudier un sujet indépendant de notre volonté politique propre. C'est le cas qui se présente pour nous aujourd'hui. L'ouverture à la concurrence du ferroviaire est imposée par l'Union européenne. Elle est donc bien sur les rails, si je puis utiliser cette métaphore. 2021 pour les TGV qui sont du ressort de l'État, 2023 pour les TER qui sont compétences régionales, donc ce qui nous intéresse ici. Nous avons ou devrions avoir deux axes fondamentaux dans une politique du rail. Entretenir l'existant, développer le pertinent. Partant de là, une constatation s'impose. Les territoires périphériques ont largement subi le désengagement de l'État dans tous les domaines. Étouffés par une dette colossale qu'ils ont eux-mêmes alimentée, les gouvernements successifs ont raboté des dépenses utiles tout en maintenant, voire en accroissant, des dépenses inutiles, d'où des coupes budgétaires, rabots nécessaires qui ont frappé d'autant plus durement les territoires périphériques avec la disparition programmée et successive de l'ensemble des services publics, police, hôpitaux, écoles, centres des finances publiques, bureaux de poste, collèges et lycées, mort annoncée du dit territoire, conclusion inégalité, injustice, gilets jaunes, services publics assassinés. Ces Français-là ont parfois le sentiment d'être des Français de seconde zone abandonnés au profit de Français de papier, bénéficiant d'une politique de la ville inefficace et fumeuse, et qui plus est, qui engloutit des milliards. Alors oui, des solutions existent, au-delà de votre expérimentation et d'une vision court-termiste. L'État doit se ressaisir de son rôle d'aménageur du territoire national. Lui seul, je le disais tout à l'heure, en a la puissance financière. Ça, c'est l'axe 1. Et l'axe 2, nous devons nous affranchir de certaines dispositions du droit communautaire. Ça tombe bien, nous avons la possibilité de changer l'Union européenne d'ici quelques semaines, et croyez bien que nous le ferons. Donc, nous affranchir de certaines dispositions du droit communautaire, s'il vous plaît, merci, pour l'assainissement financier de l'entreprise, par exemple, et ce n'est pas le moindre. En effet, si le service public ne répond pas, ne doit pas répondre à une logique économique, il peut en revanche s'approcher du seuil de rentabilité. Oui, un service public peut s'atteler aussi à la recherche d'une soutenabilité financière. D'où mon propos initial de s'affranchir du droit communautaire. La directive européenne 91-440-CEE de 1991 impose, comme vous le savez, la séparation de la gestion comptable de l'infrastructure de celle de l'activité de transport, ce qui en clair donne l'activité rentable de transport assurée par SNCF Mobilité, entre parenthèses 1,33 milliard d'euros de bénéfices en 2017, est séparée de l'activité déficitaire par nature de gestion et de maintenance assurée par SNCF Réseau. Vous ajoutez SNCF Gare et Connexion et vous avez 3 comptes ferroviaires séparés qui ne permettent plus le rééquilibrage ou la compensation de l'un vers l'autre. Contrainte éminente du dit droit communautaire. Alors cette expérimentation, elle génère des craintes légitimes. On peut toujours affirmer, comme vous le faites, que cette ouverture à la concurrence va permettre de régénérer ou de remettre en service des lignes capillaires, donc de desserte fine. Cela a l'air évident, pour autant le caractère de l'évidence n'en fait pas l'évidence. Quand nous vous demandons par quels moyens et quels modèles les entreprises vont y parvenir, vous ne savez répondre. Alors vous pratiquez la méthode Coué et vous vous dites, et vous nous dites, que le privé fera nécessairement mieux que le public quant à la régénération des lignes capillaires. Oui et non, ce n'est pas si simple. Nous comprenons que cette ouverture à la concurrence permet à la majorité régionale de se dédouaner de la responsabilité de la fermeture de petites lignes, involontairement peut-être, mais peut-être pas. L'ouverture à la concurrence permettra très probablement de développer, sauver ou réactiver certaines petites lignes, mais entraînera la fermeture accélérée de nombreux autres déjà plus ou moins condamnés. Quand on vous demande le cahier des charges, pas de réponse. La sécurité, rien n'est annoncé.
Subsiste également la question du prix du billet pour l'usager. Aujourd'hui, les quelques expériences d'ouverture à la concurrence ont toutes abouti à l'augmentation du prix du billet pour l'usager, qui correspond à la recherche d'une rémunération satisfaisante pour que l'entreprise réponde à l'appel d'offres, et ce, d'autant plus si le délégataire a la charge de la maintenance du réseau. Aujourd'hui, la SNCF a une tutelle, qui est l'État, et qui fait peser sur elle une dette gigantesque, et double peine qui ne respecte en aucun cas son engagement d'entretien du réseau. Cette dette, évidemment, ne sera pas reprise par les entreprises répondant à l'appel d'offres. Alors oui, j'ai aujourd'hui cette nostalgie d'un retour aux sources de la Compagnie des chemins de fer de la Vologne, de la Compagnie de l'Est, et la liste est longue tant le monopole n'existait pas, mais le flou artistique entretenu pour réenchanter les transports nous pousse à une abstention sur ce dossier. Je vous remercie.